Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf littéraire sur JMTV+. Il a été l'un de ceux qui se sont battus pour l'avènement du multipartisme au Cameroun, par amour pour son pays après ses études en France, où des opportunités pharaoniques lui tendaient les bras. Il a décidé de retourner au Cameroun par amour pour son pays. Il a été bâtonnier des avocats du Cameroun. Il est aujourd'hui l'une des voix qui compte le plus dans le paysage politique camerounais. Il vient de commettre un livre intitulé « Et maintenant, Maurice Kamto ». Nous allons parler donc de ce livre-là, qui est de Maître Yondo Black Madengue. Il ne peut pas être sur le plateau JMTV+, car nous sommes basés à Paris, mais il a délégué quelqu'un pour venir en parler. Chers téléspectateurs du bœuf littéraire, je vous prie de recevoir avec moi Monsieur Michel Lobet Etamé, lui aussi journaliste. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour Jackie. Bon. Assez bien malgré la situation sanitaire que nous connaissons, à savoir le Covid, qui a bien changé nos habitudes et notre mode de vie. Mais ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'il faut faire. On va bientôt le vider, ce Covid-là. J'espère que tu es dans la bonne voie. D'accord. Alors, Maître Yondo Black vous a délégué pour parler en son nom sur ce plateau, donc nous présenter ses livres. Et maintenant, Maurice Kamto, pour vous, est-ce un honneur ou un devoir de le faire? Un honneur? Non, je ne pense pas. Je pense plus au devoir. Au devoir, pourquoi? Parce que le combat que Maître Yondo Black mène depuis sa période universitaire jusqu'à aujourd'hui où il est en fin de carrière, parce que l'âge étant là, il n'est plus en mesure de mener avec la même vigueur le combat qu'il a toujours mené, bien que dans sa pensée, dans sa tête, il reste complètement plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maître Yondo Black se bat avec d'autres moyens qui sont ceux de l'intelligence pour pouvoir voir le Cameroun dans un jour nouveau. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre? Tout simplement parce que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le Cameroun aujourd'hui a choisi de changer de politique. Il s'est engagé, c'est pas un choix, il s'est engagé à nous offrir un pays différent. Différent pourquoi? Différent sur le plan de la gestion, sur le plan politique, mais sur le plan du développement lui-même. Parce que les engagements que nous avons pris, sont ceux du millénaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun souhaite être un pays émergent. Et nous sommes aujourd'hui en 2020. Le millénaire commence à tenir un peu et nous ne voyons rien arriver. Maître Yondo a estimé qu'il est temps de réveiller les consciences. Et réveiller ces consciences, pas seulement à travers un livre, mais à travers un homme. Et cet homme, c'est Maurice Kamto. Nous allons donc, chers téléspectateurs, essayer de décortiquer les pensées de Maître Yondo Black. Mais avant, permettez-moi de vous lire quelques lignes de la 4e page de couverture pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Et maintenant, Maurice Kamto. Personnellement, je ne suis ni du parti politique de Maurice Kamto, ni de sa communauté ethno-tribale, et ne suis membre avec lui de quelque organisation sociale que ce soit. Mais par amour de la patrie et dans l'intérêt de la nation, j'appelle le peuple de l'opposition à lui apporter son soutien, tout son soutien, comme cela s'est vu sous d'autres cieux, afin que de nos efforts communs et de la volonté de tous naisse un Cameroun nouveau. C'est le premier paragraphe de la 4e de couverture de ce livre. Maître Yondo Black appelle l'opposition à s'unir derrière Maurice Kamto. Que pensez-vous de cette opposition politique au Cameroun, Michel Lobet? Il faut déjà remarquer que le titre de ce livre, de cet essai de Maître Yondo Black est très révélateur. Aujourd'hui, il nous propose un essai et maintenant Maurice Kamto.
Ce titre à lui seul est déjà très révélateur. Il est la suite logique d'une longue et profonde pensée qui veut que dans un Cameroun nouveau, qui ait des perspectives, qui ait un avenir qui permette aux gens d'avancer. Car ce pays, non seulement, certains diront, il stagne. Mais moi, personnellement, j'ai un jugement un peu plus sévère. Je ne dirais pas qu'il stagne. Je dirais plutôt que ce pays est en train de régresser. Et je m'explique. Lorsque Paul Biya est arrivé au pouvoir, le Cameroun était un pays financièrement sain. Il n'était pas endetté. D'ailleurs, Paul Biya, en prenant le pouvoir, avait eu le courage de dire qu'il ne fera jamais appel aux institutions internationales. Je m'en souviens, j'étais gamin, je l'avais entendu. Il disait, le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, nous n'en avons pas besoin, car nous avons une situation économiquement et financièrement saine. Ce qui fait dire qu'il héritait d'une situation qui lui était très favorable. Car nous n'oublions pas, un pays comme la Corée du Sud empruntait de l'argent au Cameroun. La Chine également, en 1976-1979, les deux. Ne l'oublions pas, un pays comme le Malawi, pas le Malawi, pardon, un pays c'est pas la Malaisie, la Malaisie. La Malaisie, un pays comme la Malaisie. La Malaisie venait au Cameroun apprendre à planter les palmiers. Les palmiers. Et parenthèse, je ne vous coupe pas, l'économie de la Malaisie a été redressée par Albert Zufak, enfant camerounais né à Fourike à Tchan, qui est aujourd'hui économiste en chef de la Banque mondiale. La Malaisie, le gouvernement malaisien a délégué des gens à la Banque mondiale, négocier le détachement d'Albert Zufak pour aller développer, relever son économie. Voilà. C'est qu'on fait au Cameroun. Quand on dispose d'un tel héritage, on dispose aussi de suffisamment d'atouts pour mettre en place des structures, des plans, des projets de développement qui permettraient à une économie de se développer. Nous disposions non seulement de richesses endogènes, mais nous avions aussi, il faut le reconnaître, des têtes. On avait des enfants, c'est-à-dire nos aînés, qui rentraient au Cameroun avec l'envie, le bonheur et la détermination de participer à l'effort de développement de ce pays. dont rien ne pouvait présager un échec comme celui-là. Donc, quand Maître Yondo Black Mandenge dit et maintenant Maurice Kamto, c'est parce qu'il estime que la période de gouvernance après Amadou Ahidjo sur le plan économique et financier est un échec. Mais n'oublions pas que Ahidjo, qui était un tyran, a beaucoup apporté à cette économie. Biya avait un héritage qui lui permettait un développement inclusif par rapport à beaucoup d'États en Afrique et en Afrique centrale en particulier. Je comprends, vous parlez avec le cœur, Michel Lobé, mais ma question initiale était, que pensez-vous de cette opposition-là au Cameroun aujourd'hui? On voit le MRC, on voit le SDF, on voit plein de partis politiques au Cameroun qui aujourd'hui semblent combattre l'opposition au lieu de combattre le pouvoir en place. Que pensez-vous de cette opposition-là que Maître Yondo Black appelle à soutenir Maurice Kamto, lui apporter son soutien, c'est ce qu'il dit dans la 4e page de ses votes. D'abord, il faut remarquer une chose. Maître Yondo Black fait preuve ici de sagesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est opposant lui-même. Il aurait pu dire ou penser que lui, Maître Yondo Black, est le leader de cette opposition. Il a suffisamment d'atouts pour le dire. Il a connu la prison. Il a connu la prison, oui. Il a connu le bannissement. Il a connu des trahisons. Cependant, il n'a jamais renoncé à son idéal de liberté. Mais Maître Yondo, au lieu de dire « je continue mon combat », il a estimé qu'il y a autour de lui de nouveaux hommes. Et parmi ceux-ci, il cite Maurice Kamto. C'est très révélateur. C'est comme une course de relais.
vous prenez le témoin, vous avancez pour le passer à quelqu'un d'autre qui continue le combat. Yondo passe le témoin à Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est un confrère à lui, qu'il a eu l'opportunité de connaître très bien, avec qui il a partagé beaucoup de choses. Il estime que Kamto n'est rien d'autre que la solution alternative pour relever le Cameroun. Pour un Camerounais, pour un Cameroun nouveau, un Cameroun ambitieux, un Cameroun riche de ses enfants, mais riche aussi de ses richesses naturelles. Et que pour y arriver, il faut quelqu'un. Puisque ta question a été qu'est-ce que je pense du Cameroun, qu'est-ce que je pense plutôt de l'opposition au Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, oui. Alors voilà un sujet qui, à certains égards, paraîtrait embarrassant. Pourquoi? Parce que dans toutes les nations, dans tous les pays du monde, il y a un pouvoir et il y a une opposition. Le pouvoir, il est central. Les oppositions sont éparses. Et ces oppositions se battent pour arriver au pouvoir. Mais quand toutes ces oppositions se rendent compte qu'il n'y a pas d'alternative possible, elles ont le devoir de se réunir et de désigner un chef. Elles peuvent se réunir même avec des idées différentes, même avec des antagonismes qui, à certains égards, les éloigneraient. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire où, malgré les divisions, malgré des rancœurs, malgré des points de vue différents, l'opposition ivoirienne s'est réunie parce qu'elle a un seul objectif: changer le pays. Donc il faut avoir un amour très profond pour son pays, pour mettre fin à ces divisions. L'opposition ivoirienne nous a fait quelque chose, nous a offert un cadeau. C'est-à-dire, les Ivoiriens vont encore vous taper dessus. Ils disent que tout le temps, le parler politique camerounais, les Camerounais parlent de la Côte d'Ivoire. Parlons de l'opposition camerounaise. Qu'est-ce que vous en pensez? On va y arriver, mon cher Jackie. Je crois qu'aujourd'hui, je suis plein, toi aussi, tout le monde, d'admiration pour l'opposition ivoirienne, qui a su se réunir, qui a su dire: nous avons besoin d'un changement, nous respectons nos institutions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme indispensable, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce sont les institutions qui sont indispensables et il faut les respecter. Cette opposition a dit: nous n'allons pas aux élections. Nous sommes inscrits sur les listes électorales, mais nous ne participons pas. Cette opinion a fait preuve non seulement de sagesse, mais elle a su aplanir ses doutes, ses divisions, pour combattre un seul homme, celui qui a trahi la constitution de ce pays, celui qui veut s'imposer avec l'aide de la France. De Nicolas Sarkozy surtout, et de la France ensuite. Non, de la France. Sarkozy n'est plus au pouvoir, même s'il a des influences. Non, même s'il a des influences, mais il n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Il faut parler d'Emmanuel Macron. Parce que cette opposition, elle s'est dite, si nous allons aux élections en ordre dispersé, on ne va pas y arriver. Ce serait jouer le jeu d'Alassane Ouattara. Mais revenons sur le Cameroun, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition camerounaise? L'opposition au Cameroun, malheureusement, laisse à désirer. Je m'explique. On ne peut pas avoir une opposition qui n'est pas structurée. Une opposition qui ne présente aucun projet. Une opposition affamée. Il ne faut pas l'ignorer. Une opposition qu'on traîne dans la boue. Une opposition ostracisée par le pouvoir. Yondo Black l'a bien compris. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de Kamto en disant: nous avons fait ce que nous avons pu. Vous autres, toi aujourd'hui, nous aimerons te passer le témoin. Mais comment peut-on s'auto-proclamer opposant et avoir pour adversaire commun l'opposition? Ça, c'est la grande interrogation. Vous parlez de qui, Michel Aubé? Je ne citerai personne, je cite toute l'opposition au Cameroun, à l'exception de Maurice Kamto et du MRC. Je vois sur les chaînes de télévision camerounaises et les radios
parce que je suis un homme de radio également. Je fais la radio vous faites de la 2 radio, fois par semaine. Radio Besançon. Mercredi et vendredi. Je dois aussi préciser, les éditos que vous voyez sur JMTV+, sont gracieusement écrits par Michel Obeytame. Voilà, il faut rendre à César ce Alors, quand on voit les opposants au Cameroun, qui à longueur de journée martèlent un discours lugubre, démoniaque, pour dire Kamto a fait ceci, Kamto a fait cela, je me demande si on ne se trompe pas de cible. L'adversaire de l'opposant, c'est pas l'opposant. C'est celui qui vous a fait. C'est celui qui est au pouvoir, celui qui a mis ce pays à genoux depuis des décennies. 40 ans de malversation, 40 ans d'échecs, d'humiliation, 40 ans de rabais. Comment peut-on avoir pour cible un opposant qui aspire à apporter sa contribution, sa richesse, son humilité pour libérer ce pays dans la situation dans laquelle il se trouve? Ce n'est pas de l'opposition. Et j'ai une explication à tout cela. Paul Biya a réussi à transformer l'opposant camerounais en mendiant. Ces mendiants, excuse-moi du terme, et ceci peut dire, ne vivent que des miettes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique des piques assiettes. C'est-à-dire que chaque fois que vous leur donnez un centime, ils vont pérorer sur les plateaux de télévision et les radios pour raconter permettez-moi l'expression, des bêtises, pour dire du mal de Kamto. Mais la force de Kamto, c'est qu'il a une arme de destruction massive face à cette opposition. Qui est? Le silence. Le silence. Et ce silence est très révélateur de l'homme qui, dans son humilité, dans son silence, reste lui-même. Et ça déstabilise non seulement le pouvoir en place, mais ça met dans tous ses états les mendiants de l'opposition. C'est pour cela que Kamto est un grand homme. Il est un grand homme pourquoi? Parce qu'il sait écouter, il sait recevoir des coups, et il sait comment sortir de ces situations. Ce que les prétendus opposants ne sont pas capables de faire. Et Maître Yondon s'est appuyé sur tout cela pour dire l'homme qu'il nous faut aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Et maintenant, Maurice Kamto, livre de Maître Yondo Black Mandingue, que vous pouvez donc retrouver sur toutes les plateformes de vente de livres et d'achat. Hein, je pense. Tout à fait, tout à fait. Voilà, en France, aux États-Unis, en Afrique, vous saurez où le trouver, voilà, à quoi il ressemble. Je vous le conseille vivement, car je l'ai lu, il est très très riche. Nous voyons que la préface a été faite par Maître Robert Dossou. Robert Dossou. Pourquoi avoir choisi Maître Robert Dossou, qui n'est pas camerounais? La consonance de son nom nous renvoie plus au Bénin ou au Togo. Pourquoi lui? C'est aussi un choix altruiste. Et j'ajouterais un choix confraternel. Pourquoi? Parce que Maître Dossou est un juriste. Et par analogie, c'est un ami de longue date de Maître Yondo Black. Ah, ça va me faciliter la chose parce que je n'arrive pas à attraper Maître Dossou depuis un an. Maître Dossou est également un mondialiste et un africaniste. Donc il s'intéresse à la chose politique, pas seulement dans son Bénin natal, mais en Afrique. Donc Maître Dossou connaît parfaitement la situation politique au Cameroun, où il y a un président depuis 38 ans. Oui. Et cette situation arrache les cheveux à tous les penseurs africains qui se disent mais comment se fait-il que dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des alternances, sauf en Afrique centrale. Et là, je rejoins ce que disait Achille Mbembe. Quand il parle de l'Afrique centrale, il parle des États voyous. Voyous pourquoi? Parce qu'ils sont passés maîtres dans l'art de falsifier, de modifier les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Mais avec l'aide de quelqu'un. Pas l'aide, avec la complicité évidemment de leur maître. Leur maître c'est qui? C'est la France. Maître Robert Dossou, je vous salue, j'espère que vous regardez ce programme.
le programme de Maurice Kamto, on l'a évoqué et Maître Yondo Black l'évoque également dans ce livre. Pour vous, comment définirez-vous le programme de Maurice Kamto, Michel Aubin? Le programme de Maurice Kamto se résume en deux choses, en vérité. Je crois qu'il ne faut pas une pléthore de mots ou d'attributs pour qualifier Maurice Kamto. C'est d'abord la connaissance, l'ouverture d'esprit, l'apprentissage, avant de passer à l'action. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto estime qu'aujourd'hui, et c'est un point de vue que partage Maître Yondo Black Mandingue, que nous sommes dans un pays qui a été momifié. C'est-à-dire que on a poussé les gens à la pauvreté tellement extrême qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qui leur est arrivé. Franklin Yamsi parlait de cette situation à travers une phrase qui ne me revient pas, du moins le paradoxe de Stockholm. De Stockholm, voilà. Le syndrome de Stockholm. Oui. Pourquoi le syndrome de Stockholm? Tout simplement pourquoi? Parce que on adulte son bourreau. Quand tu regardes, quand tu as suivi l'actualité, tu sais bien qu'il y a eu dernièrement une libération d'otages au Mali. Oui. Et il y avait une Française qui faisait partie de ces otages. Tout à fait. Lorsqu'elle est sortie des geôles de ces gens, sa de sa famille, on lui a posé la question suivante. Maintenant que vous êtes libre, qu'est-ce que vous allez faire? Sa réaction a dit, j'aimerais retourner. C'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'une certaine empathie à l'égard de ses geôliers. Pourquoi? Parce que, étant prisonnière, on l'a travaillé mentalement. Aujourd'hui, c'est pas qu'elle a perdu la raison, mais elle vit dans un monde où elle n'est plus active, elle est passive, c'est-à-dire qu'elle encaisse. Mais moi, j'irais plus loin. Je dirais que quand on voit une des dernières tribunes d'Achille Mbembe, il parle de la communauté des captifs. Nous formons au Cameroun aujourd'hui une communauté de captifs. C'est-à-dire nous sommes prisonniers dans notre propre pays. Mais moi, j'irais plus loin. Je parlerai de la métaphore de la grenouille cuite. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, dites-moi. La métaphore de la grenouille cuite, c'est qu'on prend une grenouille, on la met dans une casserole, et la casserole, on la met au feu. L'eau, elle est froide. La grenouille se sent tellement bien qu'elle continue à nager. Et l'eau commence à être tiède. La grenouille devrait faire attention, sauter de la casserole, parce que l'eau commence à être tiède. Non, mais elle se dit non, oh, elle est tiède, je vais supporter. Ça passera, jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite. Et quand elle est cuite, elle ne peut plus rien. Elle est morte. Elle est morte. C'est très symbolique. La métaphore de la grenouille cuite. Ça veut dire que le peuple aujourd'hui était tellement travaillé, mixé, si bien qu'aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, le peuple le supporte. Aucune réaction. Les gens ne doutent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent plus. La seule chose qui les intéresse, c'est de satisfaire des besoins aussi élémentaires que manger tous les jours. Alors que manger n'est pas un droit, c'est un devoir pour nourrir son corps. Mais quand on nourrit son corps, il faut nourrir l'esprit. Et aujourd'hui, nous ne nourrissons plus notre esprit. C'est pour ça que j'insiste sur la métaphore de la grenouille cuite. Tout en faisant allusion à Franklin Yamsi, tout en faisant allusion à la dernière tribune d'Achille Mbembe. Le peuple est cuit, il est devenu un objet, une chose, une momie. Les gens sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. Tu verras que lorsque tu lis les journaux du Cameroun, on te dira tous les jours, et c'est ce qu'on appelle un prosélytisme écœurant. Paul Biya a accordé ceci à telle région. Paul Biya a fait ceci pour le peuple. Mais Paul Biya n'est pas propriétaire du Cameroun. C'est une royauté ou quoi? Le Cameroun, même dans une royauté, le roi n'est pas propriétaire des biens du royaume.
Les royaumes appartiennent au pays. Dites-moi, Michel Aubert, est-ce de vrais journalistes qui écrivent de tels papiers? Exactement, ce sont de vrais journalistes qui sont sortis dans les mêmes écoles que tout le monde, ou qui sont devenus journalistes par opportunité, ou parce qu'ils ont un amour profond de partager leur information. Ce sont des journalistes, mais ces journalistes, et ces intellectuels, parce que tu n'accuseras pas seulement les journalistes. Intellectuels. Mais si. Moi j'appelle ça des diplômés. Ouais, on va y arriver. C'est des diplômés, c'est pas des intellectuels. On va y arriver. Le discours officiel qui veut que tout ce qu'on fait au Cameroun soit attribué à Paul Biya, c'est fait par les gens du Sérail, c'est-à-dire les proches de Biya, la cour, comme on dit, à l'époque de la royauté. Et ces gens diront, Paul Biya a accordé ceci, Paul Biya a accordé cela. Ces gens ne sont plus conscients aujourd'hui que la richesse du Cameroun, ça vient des travailleurs, de l'impôt que nous payons, et des efforts, de la création, de la richesse qui permettent d'avoir des emplois, d'avoir des produits. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons au Cameroun un centre commercial qui vient d'ouvrir, Douala Mal. Oh mon Dieu. C'est une très bonne chose. Nous apprécions, c'est l'évolution. Allons vers un nouveau monde. Mais est-ce que tu es capable de réaliser que dans ce centre commercial moderne, avec des escaliers mécaniques que nous n'avons pas l'habitude d'avoir chez nous, 98% des produits vendus dans ce centre commercial sont des produits importés. Importés d'un seul pays surtout? Non. De tous les pays? De tous les pays. D'accord. De l'extérieur. Importé parce que ça vient de l'extérieur. Oui, puisque... Est-ce que tu réalises que le Cameroun n'est pas capable de mettre 2% de sa production locale dans ses magasins? Est-ce que tu te poses des questions de ce que sera notre balance du commerce extérieur et de la dette dans laquelle nous allons nous trouver? On est déjà un pays très pauvre et très endetté, qui a été, il faut le reconnaître, mis à nu et humilié quand nous avons été obligés de satisfaire aux critères de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour devenir un pays pauvre très endetté, où le franc CFA a été complètement balayé, où les salaires ont été baissés, où les entreprises ont fermé, sans que cela réveille les consciences, sans que les gens s'interrogent, sans que les gens se posent la question suivante. Mais où va notre pays? Est-ce qu'il ne nous faut pas aujourd'hui quelqu'un d'autre? Non. En revenant sur le syndrome de Stockholm, on comprend que aujourd'hui, à l'égard de notre président, on a tous de l'empathie. On ne réalise pas que nous sommes dans des eaux troubles où nous ne pouvons pas nous relever. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, tel que nous sommes assis ici, il y a devant un précipice, et derrière un abîme. Un abîme. Nous faisons du surplace. Mon cher Jackie. Il faut ajouter que le Cameroun n'arrive plus à emprunter sur les places financières mondiales. Et emprunte au taux le plus fort. Et emprunte au taux le plus fort en Chine. Le Sénégal, qui est moins riche que le Cameroun, emprunte sur le marché financier. La Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise de Ouattara, mais le Cameroun ne peut plus emprunter sur les places financières mondiales. Emprunte au taux fort à la Chine, qui va emprunter sur ces places mondiales et vient prêter au Cameroun. Vous comprenez? Vous avez compris? Après on va dire Jacques Moufo de l'opposition. Non, ce sont des faits. Des faits. Des faits établis qui montrent encore, je ne dirais pas l'amateurisme, mais qui montrent malheureusement le manque d'ambition, le manque de volonté, le manque de détermination d'un régime à l'agonie. Ça rejoint justement votre ancien livre. Le titre de mon livre, Au chevet d'un pays à l'agonie. Car quand tu te trouves au chevet de ce Cameroun, il y a un passif qui malheureusement va être transmis pas à une, deux, mais 3 générations. Encore. Et encore, c'est si peu dire. Et les gens ne s'interrogent pas.
Comprennent-ils déjà? Si ils comprennent. Ah bon? Parce que je ne doute pas de la capacité des gens à réfléchir. Vu les tonnes de bière ingurgitées au Cameroun et le nombre d'églises, je doute fort que les gens y comprennent quelque chose aujourd'hui. Mais mon cher ami, tu me permettras de te dire que les gens réfléchissent au Cameroun, mais ils ne réfléchissent pas pour le peuple, pour le pays. Ils réfléchissent pour eux. C'est une forme d'égoïsme, souvent mal comprise quelquefois par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce pays que nous avons et que nous aimons tous de tout cœur, ce pays est exsangue aujourd'hui. C'est-à-dire que si ce pays avait une forme humaine, il serait complètement anémié. Mais les gens ne pensent qu'à leur propre égoïsme, à rester au pouvoir. Et dans tout cela, ces prétendus intellectuels que nous ne citerons pas, mais qui se reconnaîtront, sont devenus tous des laudateurs. Est-ce qu'un laudateur construit un pays? Un laudateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui chante à longueur de journée les louanges d'un homme, Paul Biya. On ne construit pas un pays avec des laudateurs. Je ne vais pas en citer, mais vous savez que tout récemment, quelques-uns sont passés par ici. À votre place, vous suivez le regard. Sans oublier qu'ils ont retourné la veste aussi. Ils ont beaucoup écouté Jacques Dutronc, je crois. Ils ne savent faire qu'une seule chose, retourner la veste. Un pays ne se construit pas avec des laudateurs. Il se construit par des gens qui ont un programme, des gens qui réfléchissent, qui ont des perspectives, qui mettent en place des plans de développement. Et chaque année, on fait une étude de l'existant. Il y a un bilan. On voit les objectifs qu'on n'a pas atteints. Mais mon cher ami, je te lance un défi. Est-ce qu'un ministre au Cameroun aujourd'hui est capable de dire voilà ce qu'on me demande de faire? Est-ce qu'un ministre aujourd'hui au Cameroun a une feuille de route? J'ai envie de vous répondre. Demandez à M. Mouelé comment il fait pour avoir des centaines de millions de francs CFA à son domicile. Mais là encore, c'est autre chose. Tu sais, c'est des liquidités. Comment fait-il pour avoir autant de liquidités à son domicile? Y a-t-il des banques? Mais il n'est pas seul. Quand on a arrêté Mebengo, voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez lui? Donc, c'est des chambres d'argent. Voilà. Est-ce que ça gêne quelqu'un? Ça n'a jamais gêné. Tu nous ramènes à un problème que nous aborderons un peu plus tard. Certainement. Celui de la corruption. On va y arriver et il faut qu'on avance. Et des personnes qui réfléchissent et qui veulent voir les choses évoluer, nous en connaissons un qui s'appelle Maître Yondo Black, qui est dans l'auteur de ce livre. Et maintenant, Maurice Kamto. Et maintenant, Maurice Kamto, on a envie de dire, c'est de l'urgence de la pensée à l'urgence de l'action. C'est ce que je disais, c'est ce qui résume en quelques mots l'action de Maurice Kamto, la pensée. Penser et agir. Et là, Yondo Black va dans le même sens. Exactement. Mais nous avons l'impression que nous, au Cameroun actuellement, du moins depuis une quarantaine d'années, on agit et après on s'interroge. Et en s'interrogeant, nous sommes confrontés à beaucoup de solutions. Nous ne sommes même pas capables de faire des études de rationalisation des différentes solutions que nous avons pour en tirer une qui soit en mesure d'apporter des réponses aux problèmes que nous avons. Vous savez, le Cameroun, comme tous les autres pays du monde, est un ensemble. Dans la définition managériale de l'ensemble, c'est un cercle dans lequel on trouve des choses et des personnes qui ont en commun leur interdépendance. Tu ne peux rien sans moi. Il y a des liens qui nous unissent. Nous avons besoin de travailler ensemble. Or aujourd'hui, j'ai l'impression que, et ce n'est pas une impression, c'est une vérité, les gens sont très vite marginalisés dès qu'ils dénoncent le système en place. Or, dénoncer, c'est mettre en place des vérités qui permettent au pouvoir de s'interroger et dire je change de tir. S'ils aiment leur pays,
Mais ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Les gens ne se remettent pas en cause. Nous avons un président qui, avec la crise sanitaire que nous traversons, et dont les issues restent douteuses, pour ne pas dire vaporeuses, nous ne le voyons pas auprès de sa population pour dire « je suis avec vous ». Ben, je sais, il est quand même sorti. Il est sorti pour enterrer sa sœur et pour faire l'anniversaire de son épouse hier. Donc, écoute, M. Biya n'a pas été élu pour enterrer sa sœur, ni pour fêter l'anniversaire de sa femme. M. Biya est un fonctionnaire du Cameroun. Ah, de la France ou du Cameroun? Non, du Cameroun. Parce qu'il a dit le meilleur élève de Cameroun. Il a été nommé par la France, mais c'est un fonctionnaire du Cameroun. Parce que le Cameroun, entre guillemets, est indépendant. Entre guillemets, oui. Mais M. Biya peut agir en prenant pour exemple la conduite des autres chefs d'État du monde qui tous se sont adressés à leur peuple et sans exception pour dire nous avons un combat commun, lutter contre la pandémie, parce que cette pandémie peut avoir des effets qui remettraient en cause tous nos projets de développement, non seulement sur le plan économique mais sur le plan humain, parce qu'il y a beaucoup de morts. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun est en mesure de dire que nous sommes en train de préparer l'après-Covid? Est-ce qu'il existe des projets qui ont été formalisés, qui ont été conceptualisés pour parler de l'après-Covid? Le Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui. Le Cameroun, c'est demain. C'est l'avenir. Je ne suis pas en mesure de dire, à travers les journaux du Cameroun que je lis quotidiennement, je ne suis pas en mesure de dire que le Cameroun, après Covid, existe. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf littéraire. Nous recevons aujourd'hui Michel Lobé-Etamé, journaliste qui vient défendre ce livre commis par Maître Yondo Black Mandingue et maintenant Maurice Kamto. Nous allons maintenant aborder la terrible crise anglophone qui perdure désormais. Comment définissez-vous, Michel Lobé, cette crise-là? Pas avec les mots de Maître Yondo Black qui en parle, mais avec vos mots. Comment définissez-vous cette crise anglophone? Je suis enfant du Cameroun. La chance que j'ai, c'est que j'ai été élevé dans un melting pot, dans un quartier où, de Yaoundé. Mokolo, on peut le dire? Non. Loncac? J'ai habité le quartier de la Briqueterie. Ah. C'est pour ça que je parle de melting pot. D'accord. Donc j'ai côtoyé des Bafia, des Bassa, des Bamileke, des Owondo. Et je dois avouer que j'ai eu une enfance très riche. Pas seulement sur le plan relationnel, mais sur le plan culturel. J'ai appris à connaître les gens et à les aimer tels qu'ils se présentaient à moi et non en fonction de leur appartenance. Le problème de l'ethnicité, nous l'ignorions. Nous étions tous enfants du quartier. Plus tard, en CM1, mes parents ont déménagé et ils ont acquis un terrain à Loncac où nous nous sommes installés. Et à Loncac, ce quartier, ce beau quartier, où mes souvenirs foisonnent encore, je dois avouer que j'ai eu une enfance et des amitiés indélébiles. Je ne saurais m'en départager. Mais aujourd'hui, je dois avouer que le Cameroun a changé. Et ce changement est la conséquence des échecs que nous traversons. Pour garder le pouvoir, déjà au temps d'Aïdio, c'était pas facile. Les Aoussa, les gens du nord du moins, avaient une préférence. Mais celle-ci avait une explication. C'est que l'école, l'enseignement a été très tardif là-bas. Donc, pour avoir un Cameroun homogène, certains ont brûlé des étapes, contrairement à nous du Sud. Mais ces étapes ont permis un certain équilibre.
Donc je le comprends, même si je ne le partage pas, mais je le comprends. Mais aujourd'hui, on se réclame d'être Bassa, on se réclame d'être Douala, on se réclame d'être Bamileke, et au Bamoun, ou nordiste. Où et quand? Là encore, ce n'est même plus du tribalisme. C'est du clientélisme. C'est encore différent, c'est pire que le tribalisme, le clientélisme. Parce que le clientélisme intègre toutes les tribus. Mais je souhaiterais, Michel, vous faire parler du problème anglophone. Et on va y arriver. C'est trop long. On va y arriver. Sinon, on passe une journée ici. Pourquoi est-ce que je parle de tribalisme avant de parler du problème anglophone? Tout simplement pourquoi il y a déjà des éléments de division entre nous, dans le Sud. Mais ce qui nous rapproche tous, c'est que nous parlons une même langue, qui est le français. Et le Cameroun étant indépendant en 60, il s'est rallié au Cameroun occidental en 61. On a créé un fédéralisme. Ce fédéralisme permettait à chaque État de gérer sa région. Donc il y avait le Cameroun français, francophone, le Cameroun anglophone. Le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Mmh. Et je crois que c'était le meilleur des choix. Mais ce choix ne plaisait pas aux Français, il faut le dire. Parce que encore les Français. Tout à fait. Ce choix ne plaisait pas aux Français. Ils voulaient un seul Cameroun. Alors on est sorti du Cameroun fédéral pour avoir un Cameroun uni. Mais dans cette unicité, il y avait un fleuve. Il y avait des anglophones marginalisés, il faut le dire. On voulait les assimiler. On ne voulait même pas les assimiler, c'est différent. C'est vrai qu'il y a cette assimilation qui a été voulue par la France, mais le problème qui s'est posé, c'est que l'anglophone est différent du francophone. Et ça, c'est une évidence. L'anglophone réfléchit. Il n'est pas là pour obéir, pour applaudir des deux mains chaque fois qu'un chef fait une bêtise. Ou aller applaudir au président français qui arrive à Yaoundé. L'anglophone réfléchit. Et la France a trouvé que ça peut créer quelque chose dans son ancienne colonie. Quelque chose qui remettrait en cause la suprématie de la France au Cameroun et en Afrique francophone. L'exemple peut venir du Cameroun. Et c'est un bel exemple. Donc il a fallu créer des conditions pour mettre de côté les anglophones. Mais comme je le disais en préambule, l'anglophone réfléchit alors que le francophone subit. On a donc marginalisé les anglophones. Et ceux-ci se sont sentis frustrés, ostracisés. Et comme tout être humain qui réfléchit, ils se sont rebellés. Cette rébellion nous a conduit à une guerre que certains ont qualifiée de sécession, que d'autres ont qualifiée de guerre de division, et j'en passe des attributs. Cette guerre était prévisible. Voulez-vous dire, Michel Lobet, que l'origine du problème anglophone incombe à la France? Cette guerre incombe au Cameroun, pas à la France. Vous venez de dire que la France a voulu l'assimilation des anglophones. Oui. Mais bien n'était pas obligé de le faire. Je m'explique encore une fois. La France a créé la guerre au Biafra et a demandé à Amadou Ahidjo de servir de support à la guerre au Biafra. Amadou Ahidjo avait refusé. Par solidarité africaine, par solidarité de région, par affinité en même temps. Biya était capable de dire non. Donc, vous voyez qu'entre deux chefs, il y a un qui prend ses responsabilités, et un autre qui botte toujours en touche. Je parle de Paul Biya. Biya n'a pas fait preuve de lucidité, d'une part, ni de responsabilité, en acceptant cette marginalisation. On aurait pu faire l'économie d'une guerre, parce que ces guerres, elles nous paralysent, il ne faut pas l'oublier. Il faut investir dans les armes, il faut investir dans l'armée. Il y a des morts inutiles. Camus disait, la guerre est absurde.
Parce en définitive, nous allons nous réconcilier un jour. Si nous sommes condamnés à nous réconcilier, pourquoi faire une guerre aujourd'hui? On peut l'arrêter aussitôt. Donc cette guerre, pour moi, bien qu'ingrate, bien emporte la responsabilité. Et il faut l'arrêter très vite, cette guerre. Arrêter une guerre, c'est pas être défaitiste, mais c'est faire preuve de sagesse, c'est faire preuve d'intelligence. Et c'est là encore que je condamne nos prétendus intellectuels qui, au lieu de parler de la guerre du Nozo, vous parleront de la guerre en Côte d'Ivoire, sur les plateaux de télévision au Cameroun. Arrêtez les regarder, regardez GMTV+. C'est la raison pour laquelle je dis, cette guerre, si nous avions des intellectuels, parce qu'un intellectuel en vérité, si on pouvait le définir, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui a une démarche analytique. Analytique, c'est bien ce que j'ai dit. Et nous avons des diplômés. Du moins, c'est ce que j'en conviens. Vous rejoignez ce que je pense. Nous avons beaucoup de diplômés au Cameroun et très peu d'intellectuels. Mais leurs diplômes ne sont pas au service de la nation. Ah non, du tout. Ils sont au service de leurs intérêts personnels. Du ventre. Quand vous regardez les revues techniques dans le monde, vous verrez des articles des anglophones. Mais les francophones, non. Mais nos francophones qui sont bourrés des plus gros diplômes, jamais n'écrivent. Qui vous retrouvez régulièrement? Un certain Achille Mbembe, oui. Un Franklin Nyamsi, un Célestin Monga, etc. Mais les francophones, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur diplôme? Ils les ont avalés. En contrepartie, ils ont eu un morceau de viande et une bouteille de bière. Est-ce que vous réalisez que les brasseries du Cameroun sont le plus grand employeur dans un pays? Dites brasserie du Cameroun qui appartient à Pierre Castel, parce que beaucoup de Camerounais Est-ce que vous réalisez qu'un pays qui veut se développer... Donc, Pierre Castel est français, hein, c'est pas... Est-ce que vous réalisez qu'un pays qui veut se développer, qui doit créer la richesse, s'appuie sur une brasserie qui appartient à un Français. S'appuie sur une brasserie qui aliène la population. Parce que c'est de l'aliénation. C'est l'aliénation, tout à fait. Et tu te poses la question de savoir pourquoi ces gens ne réagissent pas. Mais c'est parce que nous sommes aliénés. Nous devons le reconnaître. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Et nous rejoignons Maurice Kamto là-dessus. Penser et agir. Je crois que c'est très symbolique de l'homme, de son action.